On a beaucoup parlé de la riposte attendue de la Russie contre l'Ukraine. La Russie qui accuse l'Ukraine donc d'avoir participé à cette attaque. Et c'est la Pologne ce matin qui est en état d'alerte, Mathieu. Un missile donc aurait survolé l'espace aérien. Un missile russe. Oui, absolument. Communiqué de l'armée polonaise à 4h23 du matin. L'espace aérien polonais a été violé par l'un des missiles de croisière lancés par l'aviation russe. Il serait resté environ 39 secondes au-dessus de cette localité d'Osserdov qui se trouve donc sur le territoire polonais et à quelques kilomètres de la ville de Lviv. Le commandement opérationnel des forces armées polonaises a indiqué observer une intense activité de l'aviation à longue portée de la Fédération de Russie. Toutes les procédures nécessaires pour assurer la sécurité de l'espace aérien polonais ont été activées et la Pologne surveille la situation en permanence, précisant qu'il y a quelques minutes sur son site internet, l'agence de presse russe TASS a fait savoir qu'il n'y avait aucune preuve qu'un missile russe avait survolé l'espace aérien polonais. Il n'empêche, Mathieu, que ce tir de missile qui a survolé ou pas le territoire polonais, mais probablement que oui, semble être une partie de la riposte russe aux attentats de vendredi soir. Oui, absolument, parce que dans la nuit, les premières alertes ont été entendues dans toute l'Ukraine qui a été placée dans son intégralité en état d'alerte. Les Russes ont procédé à un tir massif de missiles sur l'Ukraine. C'est ce qu'expliquent ce matin les médias ukrainiens. On parle là de 29 missiles de croisière et de 28 drones Shahed qui auraient été envoyés vers l'Ukraine. Plusieurs explosions ont été entendues à Kiev, au moins 3. C'est ce qu'a confirmé Vitali Klitschko sur son application Telegram. On découvre ces photos ce matin de ces débris dans le ciel de Kiev. On assiste là aujourd'hui à la 3e attaque à grande échelle en moins d'une semaine en Ukraine. Des fragments de roquettes ont également été retrouvés dans une bande forestière. C'est toujours ce qu'indique Vitali Klitschko. Et le chef de l'administration militaire de Kiev a appelé les Ukrainiens à rester dans les abris. On découvre ces photos devenues désormais habituelles de ces Ukrainiens qui sont actuellement dans le métro pour se protéger. Certains ont passé la nuit donc dans le métro de Kiev. Au moins 12 missiles ont été abattus dans le ciel de Kiev par la défense anti-aérienne. Des explosions ont également été entendues à Lviv, complètement à l'ouest donc de l'Ukraine, une ville qui est habituellement protégée des bombardements. Environ 20 missiles ont frappé des installations énergétiques qui ont donc été touchées. Précisons également qu'il y a quelques minutes, on a appris qu'un aérodrome avait été visé dans cette ville de Martinivka. On est à quelques kilomètres au nord de la ville d'Odessa. Nikopol aussi, à quelques centaines de mètres de la zone occupée par la Russie, a également été touchée. Sachez que vers 2h du matin, l'armée de l'air ukrainienne a signalé que 14 bombardiers stratégiques des Tu-95 ont décollé d'un aérodrome en Russie. Ils auraient donc lancé des missiles de croisière sur toute l'Ukraine. Sachez enfin que dans le même temps, l'armée ukrainienne a frappé un dépôt pétrolier dans la Crimée occupée depuis 2014. La circulation des véhicules a été coupée pendant plusieurs heures sur le célèbre pont de Kerch. Mais on revient évidemment sur cette information. C'est ce missile qui a survolé l'espace aérien polonais ce matin. Merci beaucoup Mathieu Karman. Je vous précise qu'à 9h40, nous serons en ligne de Kiev avec Charlie Nurel, qui est l'envoyé spécial de LCI là-bas en Ukraine. Je me tourne vers vous, Samantha de Binderne, parce que vous avez eu un rôle à un moment à l'OTAN. En l'occurrence, vous étiez chargé des relations entre l'OTAN et l'Ukraine. À propos de ce survol éventuel, mais enfin, semble-t-il tout de même avéré, d'un missile russe sur le sol polonais. Alors c'est intéressant parce que ce survol a eu lieu au nord de Lviv, qui était la cible, en fait, finale, ce qui laisserait entendre que ce missile a pu être tiré du territoire du Bélarus, qui se trouve plein nord et non pas venant de Russie. Et deuxièmement, j'aimerais bien que vous rappeliez peut-être aux téléspectateurs quelles sont les règles d'engagement de l'OTAN. Parce que c'est pas la première fois qu'un missile russe survole un pays de l'OTAN, en l'occurrence la Pologne. À partir de quel moment y a-t-il réplique systématique ou pas ? Alors, c'est une très bonne question, merci. Alors, tout d'abord, si jamais il y avait un accident, et si jamais un missile russe, par accident, tombait sur le sol polonais, il est très probable que les Polonais invoquent l'article 4 de l'OTAN, c'est-à-dire un désir de consultation du Conseil de l'Atlantique Nord.
Et ce serait ensuite à ce Conseil de l'Atlantique Nord de déterminer s'il y avait eu une attaque sur un pays de l'OTAN. Et si l'article 5, l'article de défense collective, une attaque contre un, une attaque contre tous, doit être appliqué. Mais c'est dans quel délai cette consultation? Eh bien, écoutez, c'est tout de suite, là l'article 5 a été invoqué une fois dans l'histoire de l'OTAN. C'était la nuit du 11 au 12 septembre 2001, après les attaques sur New York. Ça a été invoqué dans les 12-14 heures qui ont suivi l'attaque. La riposte a eu lieu un mois et demi après, quand il y a eu les attaques sur l'Afghanistan. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, il est très peu probable qu'un accident, un missile tiré qui serait tombé accidentellement sur le territoire polonais, invoque plus qu'une déclaration, disons, voilà, c'est pas bien. De façon, avec des mots plus forts et plus diplomates que cela. Ensuite, si jamais il y avait une attaque délibérée sur un pays de l'OTAN, la réponse n'est pas automatique. Il n'y a pas un mécanisme magique qui se met en route et hop, on attaque la Russie. D'abord, il faut qu'il y ait consensus, que tous les pays de l'OTAN soient d'accord d'invoquer l'article 5, de dire, en effet, c'est une attaque contre tous. Et la riposte n'est pas déterminée. La riposte peut aller de la déclaration verbale à une riposte armée et tout ce qu'il y a entre ces deux ripostes. Il n'y a absolument aucune automaticité. Et il suffirait qu'un seul pays décide non, ceci n'est pas digne de l'article 5 pour qu'au niveau de l'OTAN, rien ne se passe. C'est pour ça que les pays limitrophes de l'Ukraine et de la Russie sont très inquiets si un jour les États-Unis devaient se désengager de l'Europe, pas forcément sortir de l'OTAN, mais juste dire finalement ce n'est pas forcément notre problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucune automaticité et que les pays de l'OTAN seront extrêmement prudents, surtout dans le cadre de la guerre en Ukraine. On l'a déjà vu quand il y a eu des débris de missiles qui sont tombés en Pologne fin 2022. Genre, là, tout est un peu brouillé dans ma tête, je ne me rappelle plus de la date exacte. Tout de suite, les pays de l'OTAN ont vraiment tout fait pour désescalader la situation. Parce qu'il n'y a pas de volonté aujourd'hui d'avoir une escalade avec la Russie. Oui, il n'y a pas d'intérêt. Et donc, je pense que quoi qu'il arrive, en cas d'accident, il y aura une réponse très mesurée et très prudente. Alors, en revanche, je comprends bien quand même que Vladimir Poutine, il marche sur un fil en adoptant cette attitude-là. Elena Voloshin, à quoi il joue d'ailleurs là, Vladimir Poutine? C'est mettre la pression. Alors on comprend la riposte qu'il a orchestrée, on pourra peut-être aussi y revenir, donc contre les Ukrainiens, ça lui permet de légitimer des attaques. Kiev, mais là on est vraiment de vivre sur l'ouest vraiment frontalier avec la Pologne. À quoi joue-t-il ? Alors là, je pense qu'il faut enlever un peu l'initiative quand même en Vladimir Poutine. Il est complètement en réaction. Et je ne ferai pas forcément un tel lien entre l'attentat de Moscou et le front ukrainien. Parce que, comme votre chroniqueur le soulignait très justement, c'est la 3e attaque massive sur l'Ukraine en une semaine. Donc les premières ont eu lieu avant l'attentat de Moscou. Et Vladimir Poutine est dans le cadre d'une intensification du front déjà depuis plusieurs semaines. Ça lui permet de le justifier en tout cas. Parce que, je vais y venir, parce que il y a une campagne de guerre maintenant au sud, notamment avec les régions russes et celles de Belgorod qui sont devenues des zones de conflit vraiment ouvertes. Et donc, dans ce cadre-là, Vladimir Poutine qui parle de la création d'une zone sanitaire en Ukraine, qui multiplie les frappes. Il y a aussi eu des frappes ukrainiennes sur la Crimée, en plein centre de Sébastopol. Donc, une intensification du front qui est en elle-même le front de la guerre en Ukraine. Et puis, il y a eu cet attentat qui est manifestement un raté monumental des services secrets russes. Et c'est une vieille guerre, là, qui se rappelle à Vladimir Poutine. Il n'en avait pas besoin. Évidemment, la première idée qu'on a eue, c'est mais est-ce que justement cela n'avait pas été orchestré pour justifier une intensification du front? Cette hypothèse-là a vite été écartée. Maintenant, Vladimir Poutine, le fait qu'il mentionne l'Ukraine dans son adresse, en les présentant non pas comme les organisateurs, mais plutôt comme les complices. Il y aurait eu une fenêtre pour les terroristes pour qu'ils s'en aillent en Ukraine. On ne comprend pas très bien comment, parce qu'ils auraient en plus dû traverser une frontière russe, accessoirement minée, gardée par le FSB et tout, en pleine guerre. Donc cette version-là ne tient absolument pas la route. Le fait qu'ils le disent, ce sont des méthodes de nazis dans la propagande, la rhétorique habituelle pendant cette guerre en Ukraine. Mais de la façon dont ça a été fait, c'est-à-dire le lendemain
C'était un peu vraiment tiré par les cheveux. Ça sonne presque comme une formalité. Vladimir Poutine ne peut pas ne pas évoquer l'Ukraine alors qu'il est en guerre en Ukraine dans le cadre d'une attaque comme ça. Et de toute façon, tout ce qui est fasciste, terroriste, nazi, cannibale, depuis assez longtemps, c'est les Ukrainiens. Vous voyez, c'est plus les Tchétchènes, c'est plus les Centra-Asiatiques, bien qu'on a déjà eu un attentat en 2017 à Saint-Pétersbourg perpétré probablement par des Centra-Asiatiques, par des ressortissants d'Asie centrale. Mais là, c'est une vieille guerre qui se rappelle à Vladimir Poutine, c'est la campagne syrienne, voire la guerre d'Afghanistan. Et Vladimir Poutine est rattrapé par les guerres d'avant. C'est ce qui se passe aujourd'hui, et alors qu'il était concentré sur l'Ukraine, donc il essaye de ramener l'Ukraine en fait dans cette situation-là, mais il est complètement en réaction. Et étant donné ce qu'il avait dit en plus, lorsqu'il avait dit mais les Américains qui nous préviennent d'attaques terroristes, c'est une tentative de déstabilisation. C'est de la provocation, de la déstabilisation, etc. Alors qu'il a dit ça quelques jours juste avant l'attaque. Si vous voulez, là, en fait, il est juste en train de sauver les meubles. Alors tout de même, on va l'écouter d'ailleurs, Poutine, si vous le voulez bien, parce que c'est très bref. Il a profité quand même de son adresse hier à la Nation pour lancer un appel à serrer les rangs derrière lui. On oublie l'État islamique, c'est pas grave, les méchants c'est les Ukrainiens, et tous ensemble, on va leur taper dessus. On écoute Monsieur Poutine. Ces assassins inhumains qui ne peuvent pas se proclamer de telle ou telle nationalité sont voués à la punition et à l'oubli. Ils n'ont pas d'avenir. Notre devoir commun de tous ceux qui combattent sur le front et de nos citoyens est maintenant de former nos rangs, de souder nos rangs, et je suis persuadée que tel sera le cas et rien ne pourra ébranler notre unité et notre volonté, notre courage et la force du peuple russe uni. Guillaume Oda. Totalement. Vous le disiez tout à l'heure. C'est ce qu'on dit ce matin avec Guillaume. Il y a une récupération extraordinaire. Mais clairement, et on le voit là, donc il ne cite pas évidemment l'État islamique, alors que, comme le rappelait Elena, c'est quand même une faillite monumentale. On parle de 133 morts, il y aura peut-être 200 morts. C'est un coup extrêmement brutal que porte l'État islamique. Effectivement, réactive un vieux contentieux entre ce que fut l'Union soviétique, puis la Russie de Poutine, avec les bassins caucasiens islamistes et également l'Asie centrale, Tadjikistan, Afghanistan, etc. etc. Oui, vous parlez de la porosité du service. Absolument, il y aura probablement un coup de ménage, mais ça, on n'en dira pas mot à la population et sur le front intérieur. Ce qu'on note, et moi ça m'a frappé hier dans le communiqué, l'adresse télévisée de Vladimir Poutine, c'est qu'il quitte clairement, encore une fois, le chemin des faits. Il emprunte clairement celui de la vérité alternative. Il explique qu'en réalité, ces Tadjiks étaient en train de se replier vers leur base arrière. Tout ça avait été organisé par Kiev. D'ailleurs, M. Zelensky est sorti du bois assez violemment en disant attention, parce qu'il voit évidemment le coup arriver à 10 000, si je puis dire. En réalité, il place tout le monde au même niveau. Kiev, État islamique égale terroriste. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prépare les esprits en intérieur à ce qui pourrait être une nouvelle mobilisation. Elle était déjà en germe. De toute façon, il ne compte pas s'arrêter là. Mais là, l'attentat perpétré par l'État islamique, il précipite le processus. Donc on voit bien ce qu'il a à l'esprit. Il surfe sur une vague de terreur, il surfe sur une vague d'émotion. On voit aujourd'hui une Russie en état de deuil national, des gens qui viennent déposer des gerbes de fleurs. Ce sont des images qui sont en direct. Pourquoi, encore une fois? Pour prendre cette décision qui entraînera encore de nombreux hommes sur le front et le front de cette guerre en Ukraine, en prenant le moins de risques sociaux. Quand on appelle le front et l'arrière à faire unité, le message est clair, on va continuer et on va avoir besoin de quoi? De masse humaine, d'hommes, de chair à canon.